Allez, assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard ? C'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio. C'est parti pour Fin de séance, épisode 23, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle, vous le savez. À l'affiche cette semaine, on va parler cuir, on va parler sang, puisque nous allons aborder Overlord, série B horreur / guerre produit par J.J. Abrams, et un petit rattrapage autour de Millennium, Ce qui ne me tue pas, 5e film tiré de la saga littéraire suédoise et fausse suite directe du remake américain signé David Fincher, cette fois sans David Fincher, on va y revenir évidemment. On va y revenir avec Pierre Delors de fanfootage.fr. Salut camarade. Et oui, je repasse de l'autre côté du micro maintenant parce que je ne présente pas cette émission. Tu t'es débrouillé comme un chef. Merci. Vraiment, vraiment. Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr sont également des nôtres. Ça va les amis ? Ça va et toi ? Vous allez partager un seul micro aujourd'hui. Vous êtes contents ? On partage tellement de choses lui et moi qu'un micro, surtout de la haine. Surtout de la haine, oulala. On va voir ça tout de suite après le micro-trottoir consacré à Overlord. On va écouter tout de suite les avis des spectateurs, les copains. Ça vous dit ? Allez. Eh ben c'est parti. Bon, cette mission, c'est quoi ? C'était un film un peu gore, de guerre, zombies. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que c'était une suite de Cloverfield, et pas du tout. Mais non, voilà, ouais, c'est du bon film. Ça démarre un peu doucement, et puis vers la fin, voilà, ça, on voit un peu, et c'est que du gore. Voilà, stop, ça s'arrête là. Mais c'est un bon film. Nous, on aime bien les films un peu horreur et tout. Il y a des moments où ça nous a fait un peu sursauter, donc ça va, c'était cool. Ça faisait pas peur, mais il y avait de l'intrigue. Franchement, c'était super. C'était surprenant. Ouais, moi je suis bien dans les films un peu calmes. Là, c'est vrai que ça m'a un peu retourné. Ouais, mais j'avais quand même envie d'aller voir, tenter l'expérience. Bon, après, je regarderai pas ça tous les jours, mais c'était très sympa comme film. Je trouvais ça super. Super impressionné. Je savais pas trop à quoi m'attendre exactement. J'avais compris le brief, Seconde Guerre mondiale, zombie. Puis J.J. Abrams, je trouvais ça super, hyper bien. Petite ambiance jeu vidéo, dont je suis pas fan, mais en fait qui m'a emporté. Et la dynamique du truc, elle est géniale. J'avais bien été pris. J'étais surpris du public, il y avait beaucoup de personnes âgées avec moi. Enfin, il y avait une dizaine de personnes et j'avais l'impression que c'était des vétérans qui étaient là pour l'histoire de la guerre mondiale. Et un très bon mix. Violent, limite gore par moments et tout, mais assez jouissif. Jouissif. Ça y est, voilà, le mot est lâché et il est signé Jacques. Bon, on l'entend, hein, le film a été bien, voire même très très bien reçu en sortie de salle. Hein. Les spectateurs interrogés sont plutôt hyper emballés. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une série B, plutôt sympa, plutôt bien emballée. J'ai pas l'impression qu'autour de la table, des gens me suivent. Qui veut commencer ? Ouh là 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 là. Vu que c'est moi qui regarde en disant oui, ça, vas-y. donc c'est moi qui vais commencer. Oui, je sais, parce qu'on en a un petit peu discuté quand même. Hein. Ouais, juste avant. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de Overlord ? Moi, là, je rejoins pas du tout nos intervenants. Parce que, si tu veux, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, qui était vraiment bien sympa, parce que je me suis dit, c'est cool, un film de zombies nazis, le concept est bien, il y a du ACDC par-dessus. Moi, j'ai envie de voir ça, quoi. Mais en même temps, je me suis dit, c'est une production Bad Robot. Je flaire un peu le mauvais coup. Ouais. Et donc voilà, moi ce que j'attends en fait de ce film, tu vois, c'est il y a ce côté Wolfenstein que tout le monde a souligné. Oui, bien sûr. Vidéo, tout ce que tu veux. Mais ce qu'il y a, c'est que moi je trouve le film pas du tout généreux. Qui est assez fauché. Ça manque d'oseille, ça se voit. Ça manque d'oseille, c'est un petit budget, mais c'est un film qui retarde quand même assez longtemps son postulat de base. On a juste le droit à un film de guerre assez traditionnel, pas très bien fait, pendant la première moitié du film, ce qui est quand même assez long. On a des en termes de décor, en termes de production, design... Il y a 3 décors. Oui, c'est assez pauvre, c'est vrai. Le début du film se passe dans une forêt qui n'est pas une forêt française. Ça, tu reconnais les forêts françaises, toi ? C'est pas une forêt française, ça, monsieur. C'est pas français. Il y a la bonne et la mauvaise forêt française, les gars, attention. Et puis voilà, le film tarde à donner ce qu'on est venu voir. Et quand c'est lancé, c'est pas vraiment fun en fait. Moi je trouve que ça manque de fun. Moi j'avais envie de voir un film où j'avais envie de sentir que le mec qui a fait ce film
c'est marrer, c'est vraiment amuser et dire, je vais prendre un bon délire et je vais créer des situations un peu iconoclastes. Enfin voilà, de créer, de jouer avec la mise en scène, avec les situations. T'as pas l'impression qu'il s'amuse avec le genre, justement? Moi, j'ai l'impression que c'est un film de fonctionnaires. Personne. Pas mal, ok. Moi, j'ai pas eu l'impression que quelqu'un s'amuse vraiment dans le film, à part l'acteur danois. Oui, on va retrouver son nom. Qui joue dans Game of Thrones. Si vous cherchez le nom d'un Danois, il faut demander à Pierre. Et apparemment, le seul qui a vraiment l'air de dire, je vais un peu me marrer quand même, je vais jouer sur le côté un peu Z du truc et faire un nazi vraiment bien méchant, un peu comic book, quoi, tu vois, un peu. Enfin, nazi un peu à la Indiana Jones, tu vois, le truc, je suis méchant. Force le trait, ouais, voilà. Et le reste du casting est pâteau. Avec des caricatures de personnages typiques des films de guerre de l'époque. Venant de toi, le fan français numéro 1 de Kurt Russell. Mais oui, il y a son fils. Mais j'ai pensé à toi pendant le film. Il y a son fils, il y a de Russell dedans, t'as même pas versé une larme, quoi. Non, mais alors, il y a quand même 2-3 plans, c'est la gueule de son rep, quoi. Enfin, vraiment, hein, c'est troublant. Mais je suis peut-être fan de Kurt Russell, mais je ramène pas tout à lui, tu vois. C'est juste sa progéniture, c'est pas Kurt Russell. Il n'y avait pas de boucle d'oreille dans ce film. Bon. Mais voilà, non, ce qu'il y a, c'est un film que j'aurais adoré aimer pour ce qu'il est. Vraiment une série B con, hein, tu vois, mais qui est mes fun. Mais ce qu'il y a, c'est que en fait, j'ai regardé ça, je fais, mais en fait, je m'amuse pas. En fait. Ça t'a pas amusé. Bon, ok, d'accord. Vas-y, Ilan. Allez, prends le micro, parce que nous avons que 3 micros pour 4 personnes aujourd'hui, ça va être sympa. Restriction budgétaire. Sachez-le. Alors, moi, je vais pas dire que le film de nazi, c'est ma grande passion, sinon je vais passer pour le Omar Sharif du film facho. Elles m'ont manqué tes punchlines. Je sais, elles m'ont manqué à moi aussi. Mais moi, je suis un peu plus positif que mon ami Julien, juste à côté. On n'a pas toujours les mêmes avis, on les a même jamais. Mais bon, moi, je trouve la première partie plutôt sympa. Plutôt bien foutu. Il y a un côté film campy qui m'a bien plu. Film quoi, camping? Campy bootcamp. Ah oui, d'accord. Tu vois, okay. Voilà. Il y a pas vendredi 13. Hein. Je parle aujourd'hui, pas de Thomas a du mal à saisir les du boss. Faut faire gaffe. Je suis encore un peu en jet lag, pardon. Jet lag. Même pas. Tu veux nous redire que tu as fait du surf au Maroc, c'est ça? Allez, vas-y. Donc j'ai trouvé la première partie assez sympa. On est dans l'ambiance, un côté série B, bien exécuté. La direction artistique, je l'ai trouvé correcte pour un film d'un tel budget. C'est-à-dire que dès le début, en fait, on sent que le film tire parti quand même de ses moyens, même limités. Mais c'est que vraiment vers la deuxième partie, qu'on sent qu'effectivement il n'y a pas eu beaucoup de budget, que le film ne tire pas tellement bien parti, en tout cas, de son postulat qui était assez sympa. Ça se voit même dès la scène d'intro, le débarquement, enfin l'avion qui explose, tout ça. Mais moi je l'ai vu en 4DX si tu veux, donc ça fait effet. Non mais alors lui, ok, d'accord. Tu sais, moi j'ai l'impression d'être dans le soldat Ryan, quoi. Donc toi tu t'en penches. Exactement. D'accord. Je suis un spectateur CSP+. Donc voilà. Donc positif quoi. Positif, oui et non. C'est-à-dire que pour utiliser l'analogie vidéoludique, le film m'a un peu fait penser à une intro de Wolfenstein, c'est-à-dire qu'on a une première partie, on est dans l'ambiance, on est un peu ballotté, un peu partout, et on se dit là ça promet, il va y avoir quelque chose, il y a quelques promesses, il y a quelques moments de bravoure assez sympas. Et puis en fait, on reste, le problème du film, c'est qu'il nous laisse sur cette impression. On reste sur l'intro de Wolfenstein, on ne va pas au-delà du truc. Donc ça manque un peu de monstres, de nazis zombies, ça manque un peu de pêche dans sa seconde partie, mais je trouve qu'il y avait un côté fun, sympa, qui est parfaitement assumé. Donc je me suis dit, pour un petit divertissement de samedi soir, why not, quoi. Et ben voilà. Hein, Julien? Non, mais bon, si tu veux juste te contenter de 3 nazis zombies qui se battent à la fin, libre à toi. Mais bon, quand je regarde la bande-annonce, le film me promet une armée de zombies. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. La fin, ce que je te dis, c'est que la deuxième partie, effectivement, est très décevante et trahit un manque de moyens évident. La première partie est plutôt sympa. Alors peut-être que ça aurait dû se cantonner au film de guerre, tout simplement, et pas, ou en tout cas à la série B guerrière, et pas au film nazi gore. Mais bon, c'est vraiment c'est le reproche. On va dire que c'est mitigé. Okay. J'aime bien, mais mitigé. Allez.
Pierre, à toi de jouer. Alors, je crois qu'Ilan a bien résumé ce que j'ai pensé du film en une phrase. C'est un film de zombies qui manque de zombies. C'est pas faux, c'est un film de zombies qui manque de zombies. Il y a pas mal de problèmes. Effectivement, il y a très peu de décors et il y a un moment, les personnages n'ont pas suffisamment de bouleversements dans leur écriture pour justifier un réel intérêt de les voir enfermés comme ça pendant des plombes dans un même grenier. Mais malgré ça, et je vais faire une petite Avengers 4, mais j'ai passé un très bon moment. Ah, alors aujourd'hui, qui est le vilain petit canard? J'ai passé un très bon moment. J'y suis allé un peu vierge de tout a priori. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je savais que c'était un film de comme zombies. beaucoup de spectateurs, manifestement. Hein. Oui, c'est vrai que moi, il y avait des gens dans la salle, je pense qu'ils ont été très surpris. Ils allaient probablement voir un film de guerre et ils ont eu un film avec des zombies. Le truc, c'est que je savais pas trop quoi attendre. J'avais eu vent de l'accueil critique qui est globalement très mauvais. Ouais. Le public l'aime beaucoup, la critique le déteste. Je savais que Julien n'avait pas du tout aimé. Il me semble que Thomas, toi t'avais pas voulu donner ton avis, mais t'avais lâché. Moi j'avais chambré un peu Julien en disant que j'avais trouvé ça très sympa parce qu'il m'avait dit que je sais plus sur quel film. Enfin bref, un film qui n'est pas encore sorti. Oui, voilà, un film qui n'est pas encore sorti, mais moi j'avais dit que j'avais bien aimé Overlord. Hein, voilà. Et moi c'est pareil. J'ai passé un très bon moment, même carrément. J'ai trouvé ça fun. Ça manque de plein de choses. Il y a énormément. On pourrait revenir sur plein de détails. D'ailleurs, je pense qu'on va revenir là-dessus. Mais j'ai trouvé que finalement, le personnage central, le personnage principal était loin d'être mauvais. Je trouve que cet acteur, il est bien. Moi, je le connaissais pas. J'ai pas vu The Leftovers. C'est un Anglais qui vient de The Leftovers. Wyatt Russell, que j'ai découvert dans Black Mirror, dans un épisode qui était d'ailleurs pas mal, je l'ai trouvé convaincant lui aussi. Il était dans 22 Jump Street aussi, le pote de Channing Tatum. Je m'en souvenais pas. Ouais. D'accord, tu vois, je m'en souvenais même pas non plus. Je trouve que le casting, qui pourtant est un casting de jeunes acteurs, et en général, quand c'est un film qui n'est centré que sur des petits jeunes comme ça, dans un contexte aussi particulier, souvent ça me déplaît. Là, ça a bien marché. Phil Westbeck, ce comédien canadien, j'allais dire, danois, effectivement, il est pas mal. On sent qu'il s'amuse dans ce rôle de méchant nazi un peu cartoonesque. Effectivement, il a, désolé pour le spoiler, mais il a une petite phase de transformation, il devient un peu mutant. Oui, le maquillage est pas exceptionnel, ça reste assez limité. Non, mais c'est bien fait techniquement, mais ce que je veux dire, c'est que ça transpire pas l'imagination, hein, ça reste assez basique. Et maquillage que l'on doit à Tristan Versluis, qui est donc make-up artiste anglais qui a œuvré sur Ex Machina, The Revenant aussi, et sur Game of Thrones. Mais notamment. Finalement, je trouve que l'image marche bien. Je trouve que les décors sont certes peu nombreux, mais je trouve que ça fonctionne. La lumière est pas si mal, les costumes. Quand on est dans cette espèce de laboratoire nazi avec toutes leurs expériences dégueulasses, oui, on aimerait en voir plus. Oui, à un moment, à la fin, t'as des zombies qui sortent de nulle part, tu les as jamais vus pendant tout le film, puis ils disparaissent au bout d'une minute. Oui, c'est décevant. Ouais, surtout t'en as 3, quoi. C'est ça mais le reste, les expériences, l'espèce de sac dans lequel on enferme des cobayes, je trouve que c'est chouette. C'est une imagerie que j'avais pas vue depuis longtemps. Et c'est pas le fait que ce soit une espèce de Madeleine de Proust qui m'a fait passer au-dessus des défauts du film. Mais malgré tout, je trouve que c'est fun. Et quand j'en suis sorti, je me suis dit, mais ça manque d'ampleur. C'est peut-être pas un grand film de cinéma, c'est clair et net. Mais je trouve qu'on joue un peu les snobs. J'ai entendu beaucoup de critiques qui le démontent en lui reprochant de ne pas être le soldat Ryan. Mais il y a un moment, il faut pas exagérer, les mecs. Oui. Et surtout, oui. Voilà. Et surtout, ce que je me suis dit, c'est que ça, c'était... c'est un bon film de vidéoclub sympa. Et si un jour il passait à la télé et qu'un pote me disait est-ce que je le regarde ou pas, je lui dirais oui, carrément, avec une bière tu vas passer un bon moment. Et si on était encore à l'époque des vidéoclubs et qu'il avait la jaquette entre les mains, mais on y est, hein. Je pense que Julien aurait préféré le voir sur Netflix directement. Mais oui, mais en fait tu vois, ne serait-ce que ça, s'il était sorti sur Netflix, je pense qu'on aurait peut-être été plus tendre avec le film. Non, je crois pas, moi, parce qu'en tant que film... toi t'aimes rien. Non, mais en tant que film vidéoclub, moi c'est justement ce côté film vidéoclub que j'ai trouvé très décevant. Il faut se rappeler des séries B bis qu'on se tapait à une époque, qui était quand même beaucoup plus généreux, qui était peut-être moins bien fait esthétiquement, avec des moins bons maquillages, tout ça, mais c'était quand même, il y avait un côté un peu plus, je trouve, sincère, et on sentait qu'il y avait des gens qui prenaient un plaisir à le faire. Mais moi, je trouve qu'il est sincère dans le côté pulp de la chose, en fait. Parce que, par exemple, tu vois, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ce que j'ai envie de voir, moi, c'est l'intérieur de ce château, de ce laboratoire. Je pense que c'est une question de moyens, en fait. C'est une question de moyens. Mais en fait, ils n'en font rien. Alors, je vais prendre une scène particulière du film. C'est que donc il y a un personnage qui disparaît. Pas de spoiler. Hein. Non, mais c'est un truc du milieu du film. D'accord. Ouais. C'est un personnage qui disparaît au début du film.
et qu'on retrouve donc qui disparaît pendant le débarquement, enfin le faux débarquement parce que c'est de l'aviation. Ça se passe avant le débarquement. Oui, avant le débarquement. Et donc il disparaît, on ne sait pas ce qu'il est devenu, et le personnage principal le retrouve dans ce fameux laboratoire où le mec, on lui a carrément greffé un tube, mais greffé chirurgicalement. Donc on a commencé à faire des expériences sur lui, et je me suis dit, ça va être cool. Il va se passer quelque chose avec ce personnage, il va y avoir une transformation à un moment clé du film, ça va être chouette. Et donc, parce que quand je vous dis, c'est greffé chirurgicalement, c'est que c'est un cathéter. On va lui retirer et il va en chier. Et donc je me suis dit, ça va être génial. Et qu'est-ce qui se passe finalement ? Rien. Le personnage, c'est quand on lui a rien fait en fait. Non mais mais il y a plein de manques comme ça dans le film. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un film qui ne joue pas avec son potentiel. C'est un film qui n'exploite pas. On est toujours juste dans le service minimum. Voilà. Ouais, non, mais moi, je vois un peu ce que tu veux dire. Je comprends, hein, mais je suis pas du tout de ton avis. Je pense que quand même le réalisateur Julius Avery. D'ailleurs, vous avez vu son premier film Son of a Gun, je l'ai pas vu. Non plus. Moi, je l'ai vu. Et alors? Petit film sympa, de gangsters avec filiation entre avec Ewan McGregor avec un père de substitution. Alicia Vikander. Sympa, mais pas non plus mémorable, mais c'était un petit film tenu, quoi. Et ben voilà, là moi c'est pareil, petit film sympa, c'est peut-être pas mémorable, mais c'est tenu. Et tu vois, et d'accord, il manque des choses, mais évidemment des fois on est frustré. Mais en même temps, quand on voit un zombie, je trouve qu'il a un zombie, on sait pas trop. Ouais, mais un mutant, quoi, une sorte de. Un mutant, oui, parce qu'en fait, ces mutants, ils mutent. La manière de les transformer, ça pour le coup, c'est un gros manque scénaristique. Mais quand on voit son design, au final, je le trouve plus original que la quasi-totalité des zombies qu'on voit sur grand écran depuis des années. Le truc, c'est que dès que le film s'aventure sur les terres du surnaturel, moi, je l'ai trouvé un peu trop clean pour un film de Night-Exploitation. Clean vraiment, même dans le traitement de l'image. Je trouvais ça très très clean, aussi numérique, et aussi le fait que ça manquait de folie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aime bien le film encore une fois en tant que divertissement, mais j'ai quand même cette petite frustration en me disant, mais j'aurais bien aimé voir ce qu'un Rob Zombie aurait pu faire avec un sujet pareil. Évidemment, bien sûr. Mais moi je me demande si on ne juge pas le film, parce que vraiment j'ai entendu des choses affreuse. Par exemple, j'ai entendu un critique que j'aime beaucoup, mais dire parce que leur débarquement, on voit rien du tout, c'est peau de chagrin. Mais oui, mais c'est pas le débarquement, c'est juste un tout petit bataillon qui est censé prendre une église, tu vois, c'est pas D-Day. Mais je me demande si on juge pas le film particulièrement durement parce que c'est J.J. Abrams. Et certes, J.J. Abrams ici, je crois pas qu'on le porte vraiment dans notre cœur. Il a cette réputation, comme on l'a dit beaucoup, de dévitaliser tout ce qui touche et d'en faire des produits industriels sans saveur. Ça, effectivement, ça peut être le cas sur certains films. Mais je pense que son ombre, qui a eu sans doute une incidence, peut-être que cette espèce de lissage que connaît le film, c'est peut-être dû à lui. Mais j'ai l'impression que le nom de J.J. Abrams fait que on lui rentre dedans. Et si c'était juste Overlord par James Avery et que c'était une petite prod dans son coin, on serait sans doute moins dur. C'est intéressant que tu parles de lissage parce qu'il y a une petite polémique autour de l'autocensure du film. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il était manifestement question que le film ait été amputé de 2 minutes pour qu'il rentre dans la classification interdit aux moins de 16 ans en France. Paramount a désamorcé le truc sur Twitter là cette semaine en disant que non, c'est vraiment la version du réalisateur telle quelle. Donc voilà. Donc c'est intéressant que tu parles de lissage parce qu'il a fait un peu polémique aussi dans d'autres pays dans le reste du monde en fait. Et sur une petite polémique, je vais terminer là-dessus, mais parce qu'à la base, encore une fois, l'ombre de J.J. Abrams, il a été tenté aussi de raccrocher Overlord à l'univers de Cloverfield. Ouais, alors attention parce que on sait que Bad Robot, J.J. Abrams, c'est souvent les boîtes à mystères, tout ça. Ouais, mais le film est construit comme sa fameuse technique des mystery box. Voilà, ça commence comme un film dans un certain genre et puis soudainement ça bascule dans autre chose. Le film a sans doute eu une petite gestation difficile. Je voudrais revenir, est-ce que vous pouvez, alors vous qui êtes des gamers, les copains, est-ce que vous pouvez m'éclaircir un peu sur le côté ambiance jeu vidéo que souligne Jacques dans le micro-trottoir ? Alors moi quand il m'a dit ça j'ai pensé bêtement je me suis remémoré Edge of Tomorrow avec le débarquement, c'est aussi un peu l'atterrissage chaotique du personnage principal, de la troupe qui marche un peu sur la même base en termes d'action. Ça veut dire des personnages qui sont dans un avion, l'avion se fait fusiller et le personnage principal chute jusqu'à dans Edge of Tomorrow c'était la plage, là le mec tombe dans un lac dans l'eau et d'ailleurs ça se
ensuite ça enchaîne sur une... Alors attention, la symbolique facile, hein, mais une petite scène de renaissance du personnage qui doit s'échapper d'une espèce de membrane et il la perce. Mais oui, mais tu vois, mine de rien, c'est là au final. Mais quand on parle d'ambiance jeu vidéo, c'est parce qu'il y a quoi ? Il y a cette espèce d'unité de temps, de lieu aussi, de mission. Je pense que c'est la référence à Wolfenstein. Hein, ouais, voilà. D'accord. Clairement, parce que Overlord, c'est une version officieuse de Wolfenstein le film. Très bien. Ok. Plus ou moins, mais vraiment officieuse. Hein. L'esprit est là. Oui. Et alors pour le fun, je voudrais juste souligner les incohérences du film. C'est quand même, on est en juin 44. Attention, spoiler, Julien. Non, on est en juin 44. Donc les Américains n'ont pas encore débarqué aux États-Unis. Et donc les mecs vont se réfugier dans une famille où il y a un gamin qui a un gant de baseball avec une balle et un petit Normand, tu vois, qui a des archevêques. Et il l'a peut-être eu de la Première Guerre mondiale. C'était Flavien, Ilan, une connaissance qu'on a en commun, parce que je l'ai vu avec lui. Et puis il se penche vers moi, il me dit. Je savais pas que les Normands ils jouaient déjà au baseball avant les. C'est peut-être le grand-père qui a rencontré des Américains. C'était complètement sorti du film, ça. Non, mais ce cas, c'est qu'on s'est mis à se marrer parce que c'est vrai que c'était un petit truc qui était marrant, quoi. Tu te dis, les Américains s'imaginent encore aujourd'hui que leur culture était déjà partout avant, quoi. Oui, donc Julien cherchait la vérité historique. Là, t'en fais vraiment des caisses. Mais d'ailleurs, à propos, c'est pas un reproche que je fais au film, c'est juste un petit détail qui moi m'a fait marrer. Mais d'ailleurs, à propos, c'est pas un argument contre le film, hein. C'est juste. Ouais, c'est ça. Pour le gamin, d'ailleurs, le gamin est français, il me semble. Hein. Et l'actrice, oui. Est française aussi. Donc tu vois, ils ont pas pris une canadienne ou. C'est aussi à souligner quand même, mine de rien. Il faut aussi dire que il y a un personnage qu'on ne voit pas de grande tante ou qui est censé être infecté un monstre, et c'est Meg Foster. Non mais d'accord, mais qui est une actrice bien connue des amateurs de films d'horreur pour avoir joué notamment dans Invasion Los Angeles, dans plein de séries B des années effectivement, des années 80 et qu'on ne voit absolument pas. Et le personnage qui ne mène finalement à rien, quoi. C'est ça qui est dommage. Tout à fait. Ok, avant de terminer sur Overlord, est-ce que vous auriez une petite recommandation sur ce type de mix in the mix de films de guerre, films de zombies, films d'horreur, de genres qui communiquent bien? Dis-moi. Moi, c'est pas film de guerre, mais film où ça commence dans un genre et tu t'attends pas à ce que ça passe dans un autre. Il y avait Une nuit en enfer de Robert Rodriguez. Ouais. Et Robert Rodriguez qui avait fait Planète Terreur, qui, moi, en fait, je m'attendais à un peu un délire dans ce genre-là. Planète Terreur, un côté vraiment bis, vraiment fun. Greenhouse, quoi. Greenhouse, ou pas Greenhouse, mais un film qui va à fond les ballons dans ce côté un peu délirant, qui n'a peur de rien, et qui s'amuse, quoi. Et mais là, pour moi, comme je le répète, j'ai pas l'impression que c'est un film où les gens qui l'ont fait se sont amusés. D'accord, ok. Écoute, moi je vais rester dans la catégorie Nos amis les nazis en parlant de Dead Snow, le film de Tommy Wirkola, qui a réalisé aussi numéro 2, qui a réalisé ensuite Hansel et Gretel, chasseur de sorcières. Qui est plus fun le 2, je trouve. Ouais, le 2 est plus fun. Le 2, tu sens qu'il a voulu faire son Evil Dead 2 avec des nazis. J'aime pas trop le 1. Et notamment aussi des bolcheviks, je crois. Mais Dead Snow, on va dire le duo, le diptyque Dead Snow 2 qui est assez fun, dans le genre nazi zombie, c'est rigolo. D'accord, ok. Pierre ? Et du coup, si vous voulez vous intéresser, on parlait du jeu Wolfenstein. C'est une série de jeux qui est extrêmement vieille. C'est le père du FPS. Les derniers Wolfenstein sont assez intéressants. Sinon, moi, j'aime beaucoup la Nazi-exploitation. Je trouve que c'est vraiment chouette. Même waouh. Pris dans un autre contexte, cette phrase peut prêter à confusion. Eh bien, chacun ses opinions. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, il me semble que originellement, la Nazi-exploitation, ça tire plutôt vers l'érotisme, je crois. Oui, mais avec la série des Ilsa, She-Wolf of the SS, mais ça a évolué en simplement un film de science-fiction mêlé avec des nazis. Et j'aime bien ce genre d'histoire. Je trouve que c'est toujours fun. Les nazis, c'est les meilleurs méchants. Et du coup, pas forcément les films, mais les comics de Hellboy de Mike Mignola sont vraiment excellents à ce niveau-là. C'est plein d'attraits avec des expériences nazies dégueulasses, avec des zombies, avec des mutants, des robots. C'est vraiment chouette. Et puis sinon, il y a un film, alors c'est un thriller qui mêle cet univers, ça n'a rien à voir avec le film d'horreur, mais moi j'avais bien aimé, je crois qu'en français il s'appelle Les Garçons du Brésil. C'est Ces garçons qui venaient du Brésil. Ces garçons qui venaient du Brésil, c'est un film assez ancien et ça vaut le coup. Schaffner. Je trouve que c'est vraiment un très bon thriller qui mêle cet univers de nazis
en même temps avec l'Amérique du Sud, etc. Ça vaut le coup d'œil. Très bien, ok. Allez, on quitte la France pour la Suède et parce qu'il y a une certaine Lisbeth Salander qui nous attend. C'est parti pour Millennium, mais avant cela, on écoute les avis des spectateurs tout de suite. Vraiment, j'ai adoré, donc ça m'a donné envie de voir le livre, de lire le livre, et puis les effets spéciaux étaient super, l'histoire toujours un peu scabreuse, vraiment génial. Beaucoup plus d'action, c'était pas basé sur l'étude du journaliste en fait, c'est basé sur la vie et le passé de l'héroïne Lisbeth Salander en fait, et on comprend un peu effectivement pourquoi elle est apeurée, elle est complètement dans un monde à part quoi, de par son vécu. Ça explique plus l'aspect psychologique de ce qui s'est passé dans sa vie en fait. Plus d'action et puis il y a l'actrice principale déjà qui est beaucoup plus expressive à mon sens. Elle dégage quelque chose de plus que celle-ci, mais il est bien mais il y a juste déçu, c'est tout. Je m'attendais un petit peu mieux. J'adorais Rooney Mara, je trouvais que le rôle lui allait parfaitement et j'avoue que le côté un peu plus sexy de Rooney Mara me manquait là. Voilà. Mais sinon, Claire Foy est convaincante quand même. Voilà. J'ai aimé parce que j'ai la réponse à certaines questions en ayant vu les précédents, mais au niveau action et la façon de filmer, non, c'est complètement médiocre. Et boum, médiocre. Elle y va fort, Isabelle, non? Médiocre. Enfin, moi, j'ai vu le film. Je dirais pas que c'est médiocre. C'est évidemment pas à la hauteur de celui de Fincher en termes de virtuosité de mise en scène, d'interprétation, etc. De mise en scène. Mais alors, médiocre, bon, non, peut-être pas. Enfin, je sais pas, un peu dur quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Bon, on va pas demander à... Voilà, alors, pour tout vous dire, l'ami Ilan va nous quitter quelques instants puisque monsieur n'a pas fait ses devoirs. Voilà, excusez-moi, je suis désolé, j'avais des choses importantes à faire, je devais ranger mes chaussettes. Soi-disant, la place carrée du GC était bloquée par des manifestants. Ouais, exactement, ouais. C'était du genre, non, vous ne verrez pas Millennium. Bon, tout ça parce que t'es retourné voir Une étoile aînée, c'est tout. Mais t'as le droit. Excuse-moi de préférer la qualité à la quantité. Bon, allez, Millennium, qui veut commencer les copains? Julien, Pierre, allez, Julien. Allez, j'y vais. Allez, vas-y Pierre. J'y vais parce que moi je vais refaire une petite Overlord. Oh non, mais t'as changé. Et voilà. Depuis que je suis devenu animateur, maintenant. Non, j'ai pas trouvé le film exceptionnel. Faut pas exagérer. Mais ça se regarde sans déplaisir. J'ai passé un bon moment. Il y a des vrais ventres mous à un moment. J'ai regardé ma montre. Il y a des problèmes dans le film. On va y revenir en long et en large. Mais malgré ça, je trouve que le film n'est pas si mauvais. Je trouve que c'est loin d'être médiocre, faut pas exagérer. Le problème, c'est qu'il souffre déjà de la comparaison avec le film de Fincher, dont il n'a même pas la moitié du budget. Alors ça, je pense que j'ai l'impression quand même qu'il souffre de la différence avec Fincher pour certains cinéphiles, parce que pour le grand public et pour même ceux qui apprécient Millennium au cinéma, ils ont en tête la trilogie suédoise aussi, essentiellement. Effectivement. Après, le film de Fincher, c'était d'une telle maîtrise. C'était un thriller exceptionnel avec une actrice habitée. Rooney Mara, elle était vraiment parfaite. Daniel Craig était très bon en Michael Blomqvist. Du coup, effectivement, là déjà, on change de casting et Claire Foy, elle est bien. Elle est même très bien. Mais elle n'a pas cette puissance qu'avait Rooney Mara. Ça, on est d'accord. Elle est peut-être pas aussi bien dirigée, je ne sais pas. Je trouve que l'acteur qui joue Michael Blomqvist, malheureusement, il passe carrément à la trappe. Et même il sert à rien dans le film. Mais il sert à rien. Et ça, si t'es fan de Millennium, je pense même que ça peut choquer parce que c'est quand même l'autre personnage principal. Et là, il est relégué au rang de sidekick. Tu vois, il est là 5 minutes dans le film, il sert pas à grand chose. Et même, ce qui pourrait paraître choquant aussi, c'est qu'il ne vit qu'à travers son rapport avec Lisbeth. On a presque l'impression qu'il ne dépend que d'elle, que sa carrière, c'est simplement elle. Bref. Il y a des problèmes dans le film, mais malgré ça, je trouve que la réalisation est carrément solide. Je trouve que Fede Alvarez, parfois ça marche moins bien, mais de temps en temps, il y a vraiment des bonnes scènes. Je trouve qu'il y a même des belles scènes. C'est efficace, il y a quelques scènes de baston qui marchent, ça manque d'ampleur, ça manque de rythme pour un film d'action. Et d'ailleurs, le film est plus action que thriller. Et c'est là où ça pêche. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment et je trouve qu'il y a quelques bonnes scènes, il y a même des musiques de temps en temps qui fonctionnent bien, les personnages, voilà, mais on en voit vite les limites. Et d'ailleurs, c'est pas une adaptation des romans originels de Stieg Larsson, puisque Stieg Larsson est décédé en 2004, et que c'est un autre auteur, David Lagercrantz, qui a repris le film et qui a repris la série, qui a écrit ce roman. Vaguement basé sur des notes de Stieg Larsson, d'après ce que j'ai cru comprendre. Celui-là, je ne l'ai pas lu, mais ce qui déjà apparaissait, je trouve, chez Stieg Larsson, je ne suis pas allé jusqu'au bout du 3,
c'est que les personnages étaient fascinants, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant, mais que les intrigues en elles-mêmes n'étaient pas extraordinaires. Et c'était même un peu classique. Et là, c'est là où ça pêche vraiment. C'est-à-dire que l'intrigue, au final, elle est assez ridicule. Je trouve que cette espèce de... Alors, peut-être pas spoiler, je sais pas. Bon, le film est sorti il y a 2 semaines, donc pardon, on va spoiler un peu. Hein. C'est limite ringard, moi, je trouve. L'intrigue... c'est assez daté. Hein. C'est daté, les méchants... Enfin, c'est daté, pourquoi pas, mais le traitement ne fonctionne pas du tout, en tout cas, pour ces espèces de manipulations, ça se la joue techno-thriller. Ça se la joue techno-thriller, et ça marche pas, et en fait, je trouve que l'intrigue, elle est pas intéressante, et comme les personnages sont nettement moins incarnés et explorés que dans le film de Fincher, et bah, du coup, la sauce prend pas vraiment. Ouais. Allez Julien, c'est à toi. Parce que faut savoir quand même que Julien nous tanne depuis le début, depuis 2 semaines pour faire Millennium. Alors voilà, ça y est. Je proposais de le faire, c'est tout, sans l'avoir vu en plus. Moi je l'ai vu qu'il y a quelques jours. Ça te tenait à cœur, je le sais. Bah, vas-y. Non, mais parce que moi le film me faisait envie, en tout cas avait attisé ma curiosité, parce que comme vous l'avez dit, on a changé de registre. C'est-à-dire qu'on a un film tout d'un coup où on était vraiment dans le thriller d'investigation. Basique, on va dire. Là, on est. Quand j'ai vu le truc, j'ai fait, c'est quand même. Ça a l'air vraiment tourné plus vers le côté action, et je crois pas que ça soit dans le dernier bouquin. Enfin, je sais pas. En tout cas, ça a surpris les spectateurs, voilà. T'as entendu. Voilà. Hein. Et je me suis dit, d'accord. Alors, qu'est-ce que le côté action peut amener à la franchise ? Et je me suis dit, ça peut être intéressant. Et en fait, je pense que ça le dessert. Ça le dessert parce qu'en fait, ça affadit comment dire, l'ambiance un peu crado, un peu âpre, parce que Millennium, c'est quoi ? On parle de crimes, de viols, du passé pas folichon. Je sais que t'aimes bien ce mot. Voilà. Non, mais je sais que t'aimes bien ce mot. Donc, il va manquer celui-là aussi. de l'histoire sombre de la Suède. Bah, ce que dit Frédéric au début du micro-trot, c'est toujours le côté un peu scabreux. Et voilà. Mais enfin, scabreux. Non, folichon, c'est le mot. Pour celui-là, pas vraiment, parce que ça va jusque dans le traitement de Lisbeth, en fait. Donc la première scène de Lisbeth, c'est elle venge une femme battue. Et qu'est-ce qu'elle fait, en fait ? Elle le pend par les pieds et elle lui vole son argent et elle lui donne un coup de taser. Et elle lui fait du chantage. Ouais, elle lui fait du chantage. Moi, je pense que tout le monde se souvient de la façon dont elle se venge de son violeur dans le premier opus, que ce soit dans la version danoise que dans la version américaine. C'était quand même un peu plus hard. Après, il y a une petite imagerie d'ange vengeur qui est peut-être pas fine, mais qui marche bien. Moi, mais l'imagerie de l'ange vengeur, moi, je veux bien. Mais ce qu'il y a, c'est que je trouve que on sent quand même que ça a été rapporté à un public un peu plus américain, ça a été adouci pour pas trop choquer. Mais je pense que dans le roman, ça se trouve c'est ça aussi. Hein. Peut-être, je sais pas, je me fie pas au roman parce que moi je l'ai pas lu, enfin j'en ai lu aucun. Mais je me suis dit, ça adoucit, et on sent vraiment que le personnage de Lisbeth Salander est plus une héroïne traditionnelle, un peu à la James Bond ou à la Jason Bourne, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux quand le film a commencé, c'est tout de suite ce traitement à la James Bond. Ça veut dire encore un moment, on a un générique à la James Bond. Alors juste, je me permets sur le générique une seconde, c'est que le générique, d'accord, parce que le film va clairement essayer d'en faire une franchise à James Bond, on a l'impression de ça, mais le générique, il reprend aussi maladroitement l'imagerie du générique de Fincher, qui était exceptionnel. Mais qui était un peu plus hardcore, et là, on sent avec la musique quand même qu'il y a un côté plus... si t'avais mis la musique d'Adèle derrière, c'était la même chose, quoi. Mais c'est quand même une version pauvre. Tu vois, c'est un peu plus glamour, un peu plus suave, tu vois. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit je vais bien faire gaffe. Et c'est vrai que il réussit, tu vois, Lisbeth Salander devient une espèce d'agent, agent secret qui a tout son matos. Elle a un Q qui est le mec. Elle l'a toujours eu. Enfin oui, mais tu vois que le mec joue le côté vraiment Q à fond. D'ailleurs, c'est l'acteur qui joue. Je crois que c'est l'acteur qui joue Ed Kemper dans la série Mindhunter. Le tueur en série. C'est lui. C'est lui. Ah ouais. Parce qu'il a un look très très différent de ce qu'il joue dans Mindhunter. On lui met
Alors là, je peux pas t'aider là, désolé, mon gars. Ah, j'ai un trou. Enfin, non, mais déjà, je veux dire, non, mais le film. Toi, tais-toi. Le film réussit même à lui mettre une voiture de luxe entre les mains. Ouais, alors ça, c'était gênant comme passage quand même. Et avec le gamin qui perd son père juste avant, et là qui reluque une Lamborghini juste derrière. Enfin, bref. Et en fait, moi, je trouve le film intéressant, pas pour ce qu'il est, parce que je le trouve assez moyen en fait. C'est-à-dire, j'ai regardé de manière plaisante, on va dire, mais en fait, j'en ai rien retenu. Ouais. Mais c'est ce que ça dit en fait sur son studio qui l'a produit, Sony. Parce qu'on a une discussion assez récurrente avec Pierre sur Sony. Parce qu'on se dit, mais en fait, Sony, ils n'ont pas beaucoup de franchises. En fait, ils n'ont pas beaucoup de films porteurs comparé à des studios comme Marvel, Disney. Sony vient de perdre James Bond. Hein. Ouais, et ils avaient James Bond. Ils ont Spider-Man, mais ils sont obligés de jouer les. De cohabiter avec Marvel. Cohabiter avec Marvel, en tout cas de spiller à leur volonté. Ils ont quoi d'autre? Enfin, qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque, ils avaient Resident Evil, mais maintenant c'est terminé. Ils ont Jumanji maintenant. Enfin voilà. Bref. Voilà, mais c'est vraiment un studio en manque de franchise, de trucs porteurs. Et j'ai l'impression qu'ils se sont dit bon, voilà, on a perdu James Bond, ou on va le perdre. Enfin voilà. Et est-ce qu'on peut pas faire rentrer dans le moule cette franchise Millennium qui nous reste, parce qu'on a eu un film qui nous a pas vraiment plu, le film de Fincher, qui a été décevant au box-office. Et pourtant, c'est pour ça qu'ils ont tardé à le faire et qu'ils ont enlevé. Pourtant, ils ont enlevé David Fincher, ils ont enlevé le casting originel. Ouais, alors attention, parce que Fincher était très gourmand aussi. Il voulait avoir le contrôle total sur le marketing, etc. Enfin voilà, Fincher. Mais en même temps, il fallait lui donner. C'est un génie. Mais tu vois, j'ai l'impression que ce film, c'est vraiment le Millennium qu'ils voulaient depuis le départ, en fait. C'est-à-dire qu'un film, les James Bond avant sortaient un peu à la période de Noël. Tu vois, à l'époque des GoldenEye, tout ça. Et j'avais l'impression qu'ils voulaient un peu leur film de Noël avec le premier Millennium et qu'ils l'ont pas eu, en fait. Parce que c'était. Surtout qu'ils ont joué sur le côté promo, le film anti-Noël, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'ils voulaient un film de Noël un peu porteur et qu'ils l'ont pas eu. Et là, ils sont un peu. Enfin, ils ont recadré les choses. Et donc, ils se sont dit, bon, allez, on fait une espèce de truc à la James Bond. Donc, avec. Et comme je t'ai dit en sortant, je me suis dit, putain, en fait, ils ont fait Spectre 2, ils ont viré Daniel Craig, ils ont appelé ça Millennium. Et c'est vraiment le sentiment que j'en ai eu. Mais pourtant, Fede Alvarez. Fede Alvarez, c'est un bon. Enfin, on est tous d'accord, je crois. Non, voilà. Pour moi, la mise en scène est. Fede Alvarez, Evil Dead, Don't Breathe. Evil Dead, je suis pas un grand fan du remake d'Evil Dead, même si sa mise en scène c'était correct. Par contre, Don't Breathe, c'était quand même vachement bien. Ouais. Ça fonctionnait très bien. C'est vrai qu'on pouvait avoir des grosses attentes sur ce qu'il pouvait faire avec Millennium, avec un petit peu plus de moyens, même si c'est pas un budget phénoménal, ce Millennium 2. Mais pour juste rejoindre sur James Bond, j'y ai pensé pendant tout le film parce que ça m'a gêné. Moi, je connaissais pas l'histoire de ce bouquin. Je sais pas si c'est extrêmement fidèle ou si beaucoup de libertés ont été prises. Mais ce que j'aimais dans le Millennium, notamment celui de Fincher, c'est cet aspect un peu, on va dire, local, sur le passé un peu sombre de la Suède, le rapport avec le nazisme, revenons à Overlord, des meurtres locaux, un serial killer, Lisbeth qui enquête, on voyage d'un bout de la Suède à l'autre. Tout ça, je trouvais chouette, cette dimension plus humaine, et puis on pouvait aller dans les tréfonds des personnages, chercher ce qu'ils ont de plus noir en eux. Et là, c'est une espèce d'intrigue internationale avec les États-Unis, avec. D'ailleurs, voilà, c'est ça. En fait, elle a un Félix Leiter dans. Leiter, voilà. C'est ça que je cherchais. En fait, j'ai perdu. Un agent américain. Je me rappelle plus le nom de l'acteur, bien évidemment. Mais voilà, donc Bon, alors je peux pas terminer. Non mais voilà. Non mais si, attends. Vas-y Pierre. Non mais du coup, un agent américain qui vient jouer justement le sidekick, qui se retrouve avec, tu sais, si tu veux, l'homme d'action, le tueur, enfin limite, ils envoient leur expert, le shooter. T'as une espèce de groupe de nébuleuses mafieuses qui est lié au crime organisé russe international. Tout ça, ça prend une dimension qui, je trouve, ne correspond pas, en tout cas pour moi, à ce que j'aime chez Millennium. Et du coup, malgré cette mise en scène, parce qu'il faut quand même le rappeler, Fede Alvarez, je trouve qu'il fait pas un mauvais travail sur ce film. Et encore une fois, c'est pas déplaisant. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça se regardait bien, tu vois. Ouais. Il y a un moment, je me suis un peu ennuyé parce qu'il y a un vrai ventre mou, mais c'est pas, c'est pas une merde, quoi. Enfin, franchement, ça reste honnête. Non, c'est pas une merde, mais moi, je l'ai regardé de façon totalement passive, en fait, parce que malheureusement, et c'est bête, hein, mais j'avais le film de Fincher en tête. Alors, évidemment, c'est Fede Alvarez, donc j'avais pas d'immense attente, même si je respecte, mais j'avais l'impression de voir un truc daté, un techno-thriller daté, quoi. Et encore une fois, c'est même pas la moitié du budget de
de Fincher. Non, bien sûr, bien sûr. Surtout que ça finit à la fin d'une espèce de côté, on veut récupérer un peu. L'identité de Millennium, excuse-moi, l'identité de Millennium était tellement forte, tu vois, que là, Millennium Fincher était tellement forte que là, on est revenu à un truc hyper basique en fait, j'ai l'impression. Bah, basique plus, moi je trouve que c'est quand même au-dessus des petits thrillers qui sortent au cinéma récemment. Franchement, je me rappelle pas d'un vrai bon thriller récent, quoi. Julien, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu disais que tu trouvais le truc l'intrigue un peu datée parce qu'en fait, finalement, tout le truc tourne autour on veut un peu des codes nucléaires pour pas que deux puissances ennemies tu vois. Donc, ça rappelle un peu encore une fois les premiers James Bond, tu vois, les États-Unis contre la Russie, et il y a un agent intermédiaire qui est là pour sauver le monde, quoi. Et donc c'est pour ça, et moi ce qu'il y a, c'est que je disais, c'est que non seulement ce côté James Bond, en fait, ça affadit le personnage de Lisbeth Salander, qui en fait devient juste un peu une espionne génie, un peu autiste en fait. Ça devient, tu vois, elle est un peu. C'est pour ça que je trouve que Claire Foy, en fait, elle a l'air un peu perdue dans le rôle. Ouais, mais malgré tout, elle est un peu fade. Ouais. Alors je suis d'accord. Maintenant, quand même, tu vois, parce qu'on parle de James Bond. Qu'est-ce qui peut devenir la suite pour Millennium, c'est quoi? Est-ce qu'on refait des films avec justement Lisbeth Salander en agent qui va sauver le monde? Sauf que ce film-là, quand même, maintenant, aborde sa psychologie, son passé. Si je peux. Oui, pardon. Voilà, sur Lisbeth Salander, justement. Et je suis d'accord. Moi, Claire Foy, je l'ai trouvé bien. C'est pas. Rooney Mara était très bien, était mieux, et Noomi Rapace aussi. Je trouve que sur Lisbeth Salander, pour des vrais fans de la saga Millennium, je me suis demandé si ça allait pas causer quelques problèmes, parce qu'on la voit dans des situations qui, dans mes souvenirs, ne correspondent pas au personnage qui est extrêmement endurci et remontée. On la voit dans des moments d'émotion assez inattendus. On la voit même la larme à l'œil, tu vois, on la voit pleurer, si je dis pas de bêtises dans le film. Ce qui, moi, est quelque chose que je ne connaissais pas, en tout cas du personnage. J'avais pas vu ça. Donc je serais curieux de savoir ce qu'en pensent des fans. Si, selon eux, c'est pas peut-être une petite trahison du personnage, je ne sais pas. Maintenant, sur l'avenir de la franchise, et est-ce qu'on va faire de Lisbeth la nouvelle James Bond de Sony qui est en mal de franchise? Je sais pas, parce que au box-office, ce Millennium, c'est un échec. Bah oui. C'est un échec retentissant. Attention, Ilan demande la parole. Vas-y. Ouais. Non, il nous reste 2 minutes. 2 minutes. J'ai juste une petite question par rapport à ce que vous disiez sur la mise en scène et l'avenir de la franchise. Fede Alvarez, il est connu quand même pour avoir une mise en scène, une mise en image un peu craspec, des films qui mettent un peu mal à l'aise. Ma première question, c'est est-ce qu'on retrouve ça dans ce Millennium-là? Non. D'accord. Voilà. Et donc on aurait dû le mettre sur Overlord en fait, Fede Alvarez. Mais est-ce que l'avenir de la franchise, ce serait pas justement chaque film par un réalisateur différent qui peut apposer sa griffe et donner sa personnalité à la franchise? C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que si finalement on prend le parti du James Bond total, après tout James Bond a changé de réalisateur et a changé d'acteur en permanence. C'est peut-être ce qu'a envisagé Sony à un moment. C'est vrai, c'est pas inintéressant comme que piste, carrément, bien sûr. Lisbeth devienne un espèce de personnage archétype comme ça qui est incarné par différentes actrices au fil du temps. Et surtout qu'on aurait pu croire que d'ailleurs le film s'inscrive dans une autre époque, puisqu'elle elle s'inscrit comme une espèce de vengeresse des femmes battues. C'est des choses qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est normal. Et en fait non, finalement le film en fait pas grand-chose. Mais le box-office est tellement mauvais que je suis pas certain que ça donne vraiment quelque chose derrière. Bon, faut voir après à quel réalisateur on va donner ça et quelle marge de manœuvre on va lui donner encore. Il n'y en aura aucune. C'est comme la série James Bond en elle-même. C'est qu'est-ce que tu permets de pouvoir faire avec le matériel que tu as, quoi. Très bien. Bon bah voilà, tout est dit, je pense. Bon, allez, écoutez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film. Cette piste de James Bond est pas inintéressante. Dites-nous si vous... Même dans la musique, parfois il y a des notes qui rappellent la James Bond. Pas faux, effectivement. Allez, merci à Frédéric, Stéphane, Isabelle, Xavier, Angèle, Astrid et Jacques pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de Séance Radio. Pour nous retrouver les copains, c'est très simple. Rendez-vous sur toutes les applis podcast, Spotify, SoundCloud. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas également à venir nous voir chaque fin de semaine, soit le vendredi, soit le samedi, au Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris pour parler cinéma, pour boire un coup avec nous. Les amis, à très bientôt. Merci beaucoup, Pierre. Eh bien, de rien. On te retrouve sur fanfootage.fr. Oui, comme d'hab. Oui, comme d'habitude, évidemment. Ilan Ferry, Julien Munoz. Oui. Les copains, à très bientôt. À bientôt, ma puce.
Voilà, t'as décidé de me déstabiliser. Exactement, Très bien. je suis comme ça. Bon, tu sais quoi, ta Rocco, tu te la fous où je pense. Non, je plaisante, vas-y. Il est désagréable. Allez, vas-y. Bon, écoutez, puisque voilà. Alors, le 5 décembre sort un film que je vous recommande chaudement qui s'appelle Leto, qui est un biopic musical russe en noir et blanc. Alors, comme ça vend pas du rêve, mais je vous promets, vous voyez le film, c'est super. C'est un film génial, hein. Mais c'est un film sur l'avènement du groupe Kino, qui est le groupe rock qui a révolutionné la Russie dans les années 80. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, si vous voulez, c'est un mélange entre le cinéma de Cameron Crowe et celui de Michel Gondry. Voilà, donc je vous... Et ce n'est pas peu dire. Ce n'est pas peu dire. Bien rattrapé. Voilà, c'est un film rock avec une super BO, du Lou Reed, du Iggy Pop, du T-Rex, et ça pourrait bien être un très très bon feel-good movie pour l'hiver. Donc Leto, le 5 décembre, je vous le recommande chaudement. C'est noté, merci beaucoup Ilan. Sur Twitter également, vous pouvez nous retrouver, @CineVibeFR. Vous retrouvez, oui, parce que j'allais enchaîner sur un autre Twitter de l'émission, tu sais, @fin2_séance, #fin de séance. Voilà, tout est dit. On vous souhaite un bon ciné, une bonne semaine. On vous dit à très très vite. Bisous. Gros bisous. Salut. Bisous. Nous allons faire du bon travail ensemble. Yes. No. OK.